Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année et permettez-moi de vous souhaiter tout le meilleur du meilleur pour cette année, tout ce que vous pouvez désirer et notamment évidemment un beau programme IMA bien dense et bien riche pour l'année 2026. Et bonne nouvelle, ça démarre très fort puisque nous n'aurons pas moins de trois conférences sur le mois de janvier et puis également trois conférences sur le mois de février. Nous démarrons aujourd'hui, et merci beaucoup Eric de ta fidélité, avec l'actualité fiscale. Et vous voyez, l'actualité fiscale ne nous déçoit jamais, nous sommes toujours sur une actualité brûlante. Nous continuons la semaine prochaine, nous aurons deux séances la semaine prochaine. Le 27 janvier, donc mardi 27 janvier, nous parlerons de connectivité entre l'état de durabilité et les états financiers. Nous parlerons notamment du discussion paper de l'EFRAG, vous savez, sur la connectivité qui a été publié récemment. Ça nous permettra de faire un lien, de mettre en perspective toutes ces grandes lignes de ce papier avec la pratique des entreprises, telle que nous en avons déjà parlé lors de notre dernier colloque, vous vous souvenez, sur la connectivité, et telle qu'elle a été également cartographiée dans une étude de Forbis Mazars. Et c'est donc Lise Chorkes, qui est directrice générale d'Actéo, et Cédric Tonnerre, qui est associé chez Forbis Mazars, qui nous feront cette présentation et qui pourra donner lieu bien évidemment à discussion sur la connectivité entre l'état de durabilité et les états financiers. Le 29 janvier, donc deuxième séance de cette semaine-là, c'est un jeudi. Et là, nous parlerons du dernier rapport de l'AMF sur la gouvernance d'entreprise. Nous parlerons notamment de la rémunération des dirigeants et vous savez, les pratiques de succession des dirigeants constituent le message fort de ce rapport. Et nous aurons l'honneur de recevoir Astrid Milsan, qui est secrétaire générale adjointe de l'AMF, ainsi que Alexandre Pascal, qui est responsable de la division doctrine et gouvernance à la direction des émetteurs de l'AMF. C'est donc le 29 janvier. Nous démarrons à 8h30 ce jeudi 29 janvier pour discuter donc du rapport de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise. Le 3 février, nous continuerons sur la durabilité et là nous parlerons du reporting volontaire et notamment de cette norme VSME pour les entreprises qui souhaitent donc volontairement publier un rapport de durabilité. Et nous parlerons du confort apporté par les commissaires aux comptes sur ce rapport volontaire. Donc le 3 février, et nous aurons Sarah Bagnan-Skoda qui est associée en charge des équipes Sustainability chez KPMG. Elle préside également la commission durabilité de la compagnie des commissaires aux comptes. Et nous aurons Laure Mulin qui est commissaire aux comptes chez Signature. Aurélie Legrand, qui est directrice chez KPMG, et toutes deux sont membres de la commission durabilité de la compagnie et coordinatrice de la task force confort reporting volontaire de la compagnie. Donc ça, c'est le 3 février. Le 10 février, nous parlerons avec Annelise Blandin, qui est associée chez EY, et Marie-Amélie Tézine, qui est également associée chez EY, mais en fiscalité. Nous parlerons des nouveaux aspects comptables et fiscaux des opérations de restructuration, donc des opérations de fusion, scission et apport. Euh, il y a beaucoup de nouveautés et donc c'est l'occasion de faire un point à la fois comptable et fiscal sur ces opérations. Donc ce sera le 10 février à 8 heures. Et puis le 19 février, avant les vacances, nous parlerons encore une fois de durabilité, mais cette fois-ci du point de vue de l'évaluateur. Comment intégrer en évaluation, dans la valeur des entreprises, les aspects durabilité, les enjeux, les problématiques ESG. Et là, nous aurons une équipe de chez EY qui viendra nous en parler, mais ça pourra vraiment ouvrir la discussion sur ce sujet qui est tout à fait neuf, hein. On balbutie encore en évaluation sur ces aspects. Et nous aurons la joie d'écouter Virginie Auvergnat, qui est associée chez Parthenon Corporate Finance, donc chez EY, Arthur Angelier, qui est associé en sustainability chez EY, et puis Olivier Chevreau, qui est associé en finance chez EY. Donc voilà, une conférence d'ouverture, mais certainement très, très, très intéressante. Donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà à toutes ces conférences. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour une mise à jour de ces futures conférences. Et merci de vous inscrire déjà à tout cela. Donc aujourd'hui,
Nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir Éric Quentin, qui est associé chez Hoche Avocat, qui nous fait l'amitié chaque année de nous faire un point sur l'actualité. Comme je vous le disais, elle ne nous déçoit jamais. On a toujours, même en l'absence de loi de finances, on a toujours beaucoup d'actualités et une actualité brûlante aujourd'hui avec le 49.3 annoncé. Éric, je te laisse la parole. Vous savez que vous pouvez poser vos questions, bien sûr, vous en aurez peut-être aujourd'hui. Et c'est donc sur l'onglet Q et R et Éric y répondra en fin de conférence. Merci à tous pour votre fidélité et bonne conférence. Merci beaucoup, Eric. Merci, merci Sonia. Et écoutez, ben, très très belle année 2026 qui commence quand même très très fort, faut pas se le cacher, sur le plan international et sur le plan interne, domestique. Alors effectivement, hier, Sébastien Lecornu a dégainé non pas un, mais trois 49.3 sur le PLF. Alors on va commencer par faire un petit état des lieux justement sur le projet de loi de finances pour 2026 qui, s'il va jusqu'au bout d'un chemin encore semé d'embûches, devrait être promulgué vers la mi-février, selon le calendrier qui a été annoncé hier soir. Et puis, comme tout ça reste quand même sujet encore à beaucoup de si, eh bien, on fera un point sur l'actualité fiscale à travers certaines décisions de jurisprudence qui quand même ont été très intéressantes et ont marqué ou rythmé l'année 2026. Et puis, si j'ai le temps, je vous parlerai de la loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi destiné à lutter contre les fraudes fiscales qui restent un peu en suspens pour l'instant pour ce dernier texte. Alors là, le projet de loi de finances, donc ça fait maintenant plus de 3 mois qu'il avait été présenté en Conseil des ministres. On rappelle que dans la saga, le texte avait été rejeté par l'Assemblée nationale le 21 novembre, puis adopté par le Sénat en première lecture le 15 décembre. En absence d'accord de la commission mixte paritaire le 19 décembre, le gouvernement a proposé une loi spéciale qui a été votée par le Parlement en vue d'autoriser la perception des impôts et des ressources publiques nécessaires au financement des dépenses publiques incompressibles. Mais on sait bien que ça ne suffit pas et qu'il faut absolument un budget. Alors, le projet de loi de finances est en cours d'examen à l'Assemblée nationale depuis le 13 janvier dernier. Plus de 3000 amendements encore. On voit bien que la discussion s'enlise, s'enlise, s'enlise. Donc, le scénario qui a été annoncé par le Premier ministre juste avant le week-end, c'est qu'il y aurait soit un recours au 49.3, soit une ordonnance spécifique, ce qui n'a jamais été vu sous la Ve République. Finalement, le choix du Premier ministre annoncé hier a été de recourir à l'article 49.3, donc du vote bloqué. Donc, bien entendu, le risque du 49.3, c'est l'émotion de censure et un vote de défiance du gouvernement qui ferait tomber le gouvernement Le Cornu 2, comme le gouvernement Barnier était tombé, par exemple, fin 2024 déjà sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, cet après-midi, vous le savez tous, on a un premier 49.3 sur le volet recettes du projet de loi de finances. Il y aura un deuxième 49.3 sur le volet dépenses la semaine prochaine, ça c'est pour l'Assemblée nationale. Ensuite, si ces 49.3 passe, si je puis dire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un vote de défiance qui fait tomber le gouvernement sur un de ces deux 49.3, eh bien le texte va aller une nouvelle fois devant le Sénat en deuxième lecture. Et puis le Sénat va sans doute, sans aucun doute, présenter des arguments, des éléments nouveaux, des amendements, et notamment pour adoucir la fiscalité des entreprises qui a été quand même malmenée ce week-end. Et puis le texte reviendra devant l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et là, troisième 49.3 pour l'adoption définitive, peut-être, du texte qui devrait nous amener à la mi-février pour une publication ou promulgation au journal officiel, si bien sûr on va jusque-là. Alors, quelles sont les mesures possibles qui figurent dans le projet de loi de finances et qui pourraient être adoptées, hein, tout ça est évidemment au conditionnel. Alors la mesure emblématique dont il a été beaucoup question hier et ce week-end, c'est évidemment la reconduction de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises qui a été instaurée par la loi de finances pour 2025
publié le 15 février 2025 et qui est due par les très grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui réalisent à l'aune d'un groupe intégré, lorsqu'elles ont constitué un groupe intégré en France, un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros, avec deux niveaux de contribution, un qui frappe les entreprises ou les groupes qui réalisent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et ceux qui réalisent plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un mécanisme de lissage, sachant que l'assiette de la contribution, pour permettre une certaine rétroactivité, si je puis dire, correspond à la moyenne de l'IS due au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et de l'exercice précédent. Donc, je ne vais pas trop dans le détail de cette mesure qui a déjà été adoptée. Donc, au départ, les taux de cette contribution, donc, il avait été prévu comme exceptionnel pour un exercice, étaient fixés à 20,6, soit un taux effectif d'impôt de 30,98 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires était compris entre 1 milliard et 3 milliards d'euros, nonobstant les effets de lissage. Et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle était fixé à 41,2%, soit un TEI de 36,13%, donc rapporté au taux effectif d'impôt de 25,82 qui préexistait avant cette contribution exceptionnelle. Alors, qu'en serait-il dans le futur PLF s'il voit le jour? On sait qu'initialement, le gouvernement avait prévu de ramener les taux de moitié, c'est-à-dire à 10,3 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 milliards et 20,6 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à ce seuil, ce qui calibrait un rendement budgétaire de cette reconduction de 4 milliards d'euros vers 8 milliards d'euros pour la contribution initiale de la loi de finances pour 2025. Alors, il y a eu beaucoup de yo-yo, notamment le gouvernement a accepté de prendre en compte un amendement du Sénat pour exclure de cette contribution les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire en l'occurrence qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard. Le Premier ministre a annoncé vendredi que le texte reconduirait les taux de la première contribution exceptionnelle, mais en épargnant les ETI. Donc on peut supposer que l'amendement qu'a déposé le gouvernement le 10 janvier sera une nouvelle fois lui-même amendé, si je puis dire, parce que cet amendement prévoyait de rétablir la contribution exceptionnelle pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, c'est-à-dire pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, en majorant le seuil d'assujettissement à 1,5 milliard et non plus 1 milliard pour épargner les ETI, avec un taux de 18% et un taux de 33% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards. Donc on va retenir du scénario annoncé ce week-end par le Premier ministre que en fait ce taux serait plus vraisemblablement de 20,6 et de 41,2 au-delà de respectivement 1,5 milliard et 3 milliards, peut-être même avec un taux légèrement supérieur pour les entreprises qui réalisent plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour compenser le manque à gagner, si je puis dire, sur la diminution du seuil entre 1 milliard et 1,5 milliard. De toute façon, on va le savoir très vite, puisque vraisemblablement un nouvel amendement va être déposé par le gouvernement dans le cadre de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Parallèlement, on suivra le sort qui sera donné à l'amendement gouvernemental sur la reconduction de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises de transport maritime, qui n'était pas prévu dans le PLF initial présenté en Conseil des ministres le 15 février, le 15 octobre, pardon, 25. Bon, donc si, parce que effectivement, hein, ce qui a été annoncé, c'est que le rendement budgétaire attendu de cette reconduction de la contribution exceptionnelle était identique à celui de l'an passé, 8 milliards. Deuxième texte en discussion qui concerne les entreprises et indirectement en réalité les personnes physiques fortunées, c'est la fameuse taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holding patrimoniales, dont on suivra l'évolution également, puisque le Sénat a considérablement réduit la portée de ce texte en le limitant, si je puis dire, à un taux de 20% sur la valeur des actifs non professionnels des sociétés holding patrimoniales soumises à l'IS.
Et donc, le champ d'application de cette taxe a été précisé lors de différents amendements et il vise notamment tout ce qui est les véhicules de tourisme non affectés à une activité professionnelle, les actifs de nature sanctuaire tels que les yachts, les bateaux de plaisance, les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux, les objets d'art, les chevaux de course ou de concours, etc., etc. Alors pourquoi je vous parle de ça dans la partie actualité des entreprises? Ben, tout simplement parce que cette taxe prendrait la forme d'un complément d'impôt sur les sociétés. Alors on est bien d'accord, hein, c'est 20% de la valeur vénale et non pas 20% des revenus afférents à ces éléments, si tant est qu'il y ait des revenus. Donc ça représente quand même un poids qui peut être très important, sauf évidemment si la valeur vénale de ces actifs est pas énorme. Si la valeur vénale donc est supérieure à 5 millions d'euros, et cette taxe verrait le jour pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Ça vise notamment les sociétés holding qui sont contrôlées par une personne physique ou un cercle familial au sens conjoint, ascendant, descendant, et aux associés liés par un pacte en matière de distribution. Donc cette notion de contrôle est assez proche, mais pas strictement identique à celle de l'article 150 BTR du CGI. Il y aura une mesure anti-abus pour interdire de prendre en compte les dettes contractées entre les sociétés liées. Et afin d'éviter l'écueil de la contrariété avec le droit communautaire, le gouvernement a proposé un amendement visant à assujettir à cette taxe les sociétés holding patrimoniales établies en France sur leurs actifs non professionnels, même si ces holdings n'ont aucun associé fiscalement domicilié en France. Donc on verra là aussi si ce texte est amené à évoluer, notamment devant le Sénat. Il y a des précisions techniques apportées à pilier 2 qui, celle-là, ne devrait guère bouger parce qu'elle n'a pas suscité de débat énorme devant les deux chambres antérieurement, avec toutefois une précision importante. Un amendement avait été retenu visant à exonérer de l'impôt national complémentaire les entités d'investissement coté, dont les sociétés immobilières d'investissement coté, et d'assimiler les véhicules de titrisation à des entités d'investissement. Alors, à propos de Pilier 2 et du fait que les États-Unis sont sortis de Pilier 2, comme chacun sait, eh bien, le ministre de l'Économie et des Finances a précisé à l'occasion de la séance de questions ministérielles du 13 janvier que les filiales françaises des multinationales américaines resteraient soumises à Pilier 2 et s'acquitteront de l'impôt minimal en France. Bon, on verra le suivi de cette mesure. Là aussi, dans le cas des mesures de rétorsion que vient de proposer Donald Trump sur le Groenland, puisqu'on voit bien que tout ça s'insère quand même dans un jeu tactique entre l'Union européenne, et particulièrement la France, et les États-Unis. Donc Pilier 2 a un peu fait les frais. Troisième mesure, alors celle-là, c'est une grosse déception. On avait prévu dans le projet de loi de finances initial une anticipation de la suppression progressive de la CVAE. Je ne vais pas vous rappeler le feuilleton, vous l'avez à l'écran. C'est pire que 24 heures chrono. On en est à la sixième ou septième saison. Et le PLF 2026 se proposait d'anticiper la suppression de la CVAE et d'avancer la baisse des taux pour une suppression définitive en 2028 et non plus en 2030. Et puis, boum, badaboum, eh bien, le Premier ministre a annoncé vendredi soir que bah non, cette anticipation serait abandonnée pour des raisons budgétaires, sans qu'on sache trop si ce qui est abandonné, c'est la suppression anticipée de la CVAE ou la suppression dans les faits de la totalité de la CVE, même à horizon 2030. Donc, on attendra des précisions là aussi peut-être dans les heures ou les jours qui viennent sur ce point-là. J'en profite pour vous rappeler, mais on y reviendra, que les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, donc pour ceux qui coïncident avec l'année civile, ceux qui se sont clôturés le 31 décembre 2025, ont vu la première application obligatoire de la nouvelle réglementation comptable, Sonia, sur la modernisation des états financiers qui comporte des incidences évidemment sur la valeur ajoutée et sur le montant de la CVAE, dont on pensait que ça ne serait pas trop grave compte tenu de sa suppression anticipée, mais dont on va percevoir qu'en fait, si les conséquences risquent de perdurer quelques années. On a également dans le PLF des aménagements qui sont apportés aux assujettis en matière de facturation électronique, parce qu'il faut se souvenir que, bon, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça arrive de plus en plus dans
Déjà, la plupart des grandes entreprises l'ont mise en place. Et puis surtout, à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises, qu'il s'agisse, enfin, les grandes entreprises ou les ETI devront être en mesure de transmettre les factures par voie électronique. Toutes les entreprises devront en recevoir à compter du 1er septembre. Et puis à compter du 1er septembre 2027, ce seront les PME et les micro-entreprises qui basculeront dans le champ de l'obligation des factures électroniques, de la facturation électronique. Donc le PLF apporte quelques précisions techniques sur les obligations, les numéros d'identification, les sanctions encourues, etc. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion, hein, Sonia, de revenir sur les mesures définitives du PLF si suit. Oui, on a été à la TVA. Donc, sur les autres amendements qui peuvent figurer dans la loi de finances définitive, il y a un amendement qui a été transmis par le gouvernement qui vise à supprimer la différence de traitement entre les entreprises liées et les associés minoritaires qui n'exercent aucun pouvoir de décision pour la détermination du résultat des imposables à compter du 31 décembre 2025, ça serait rétroactif, pour permettre à ces associés minoritaires, à condition qu'il s'agisse d'entreprises et non pas de personnes physiques, de pouvoir se référer à un taux de marché pour justifier la déductibilité des intérêts dus par la société emprunteuse. Parce qu'on sait qu'en effet, aujourd'hui, les intérêts dus à des associés minoritaires sont bornés par le taux fiscalement déductible, lequel s'élevait, je crois, à 4,55 pour les résultats des exercices clos le 31 décembre 2025. Donc, ça serait une mesure assez technique, certes, mais assez bienvenue. De la même façon, serait prorogé jusqu'au 30 décembre 2028 le crédit d'impôt Industrie verte et le crédit d'impôt pour la recherche collaborative, tandis que le Premier ministre a également annoncé que le CIR serait sanctuarisé et qu'il n'y serait pas touché dans le cadre de la loi de finances. On aura également la possibilité de reconduire l'amortissement des fonds commerciaux jusqu'au 31 décembre 2029 et il y aurait une mesure technique sur l'application du régime des plus-values long terme relevant du régime Murphy, quelle que soit la qualification comptable accordée au titre. Ça s'inscrit notamment dans les travaux en cours du groupe de travail de l'ANC sur la qualification de titres de participation qui entraîne beaucoup de frottements entre l'administration fiscale et les entreprises. Sur la fiscalité patrimoniale, quelques mots, bien que l'actualité traite des entreprises, pour vous dire que aujourd'hui, il est quasi acquis que la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui elle aussi devait présenter un caractère exceptionnel, sera prorogée ou voire pérennisée jusqu'à ce que la France respecte les seuils de déficit en dessous du pourcentage du PIB défini par le traité de Maastricht à l'époque. La grosse déception, c'est qu'à ce stade, du moins, de la discussion, il n'y aurait pas d'assouplissement apporté au dispositif des Management Package issus de la loi Finance pour 2025, et notamment pour ce qui concerne les apports et les titres figurant au PEA, donc à suivre quand même. Il y aurait un recentrage, et ça a été confirmé par la ministre des Comptes publics hier, du pacte du trade sur les investissements opérationnels. La piste du remplacement de l'IFI ou de l'extension de celui-ci à un impôt sur la fortune improductive, donc en d'autres termes le retour de l'ISF, eh bien, est a priori écarté à ce stade, mais je préfère être prudent. Il y a eu tellement de yo-yo depuis 3 mois que j'avoue qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Il y aura un dispositif d'apport-cession qui serait durci. Et enfin, on instaurerait, et ça c'est quasiment acquis, un statut du bailleur privé pour relancer un petit peu l'immobilier avec possibilité, sous certaines conditions et limites de revenus, d'amortir, de passer en déduction du revenu foncier des amortissements. Voilà, alors je sais, oui, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on fera une session spécifique ou pas sur la loi de finances lorsqu'elle sera promulguée, si elle l'est, et on verra quel est le suivi donné à ces mesures, hein, qui évidemment, pour l'instant, sont à prendre avec toutes les précautions d'usage tant qu'il n'y a pas de vote définitif. Alors, l'actualité fiscale en matière d'impôt sur les sociétés, ça tombe bien, je vous parlais des titres de participation. La première décision sur laquelle j'ai choisi de revenir, c'est la fameuse décision Vivendi du Conseil d'État sur la notion d'erreur comptable délibérée.
Alors, on avait eu une première décision Vivendi du 29 mai 2017 du Conseil d'État extrêmement importante qui nous avait dit que, en cas d'inscription de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales dans une subdivision spéciale de titres ne revêtant pas sur le plan comptable la qualification de titre de participation, eh bien, dans ces cas-là, c'est une décision de gestion opposable à l'entreprise qui décide de faire relever ces titres du régime des plus-values à long terme parce qu'ils respectent les conditions pour bénéficier du régime des plus long terme d'un strict point de vue fiscal, quand bien même il serait inscrit au plan comptable dans un compte TIAP ou titre de placement. Par contre, le Conseil d'État a considéré que l'écriture comptable qui consiste à inscrire des titres dans un compte titre de participation ou inversement, qui consiste à inscrire des titres dans un compte titre de placement, alors que ces titres relèvent en fait de la qualification soit de titre de placement, soit de titre de participation selon les cas, et bien que cette inscription comptable est susceptible d'être corrigée tant par l'administration que par l'entreprise, sauf toutefois s'agissant de l'entreprise, s'il n'y a pas d'erreur délibérée de sa part. Cette décision Vivendi a marqué en fait le point de départ d'une longue saga de redressement par l'administration fiscale qui fait de la comptabilité, si je puis dire, et qui considère que lorsque des titres de participation sont inscrits à tort dans un compte de titre de placement, selon elle, eh bien, en cas de moins-value, la moins-value est requalifiée en moins-value à long terme et ne peut pas être déduite du résultat imposable, ou de manière asymétrique, si elle estime qu'il s'agit de titres de placement qui ont été comptabilisés à tort en titre de participation, en présence de plus-value, eh bien, la plus-value doit être taxée au taux de droit commun et non pas au taux réduit des plus-values long terme, c'est-à-dire en fait une absence d'imposition, sauf la quote-part de frais des charges de 12%. Alors, on a eu toute une suite de décisions de jurisprudence, dont la plus notable est sans doute la décision Areva, où on fait face à des redressements de l'administration qui va fonctionner à front renversé selon les cas, pour considérer que des titres ont été inscrits à tort en titre de participation pour requalifier une plus-value, ou à tort en titre de placement pour requalifier une moins-value. Alors, c'est dans ce contexte qu'intervient une seconde décision Vivendi du 12 mars 2025 qui a fait beaucoup de bruit et qui a, comme on vous l'indique là, marqué l'issue d'une longue saga judiciaire. Alors juste, il est peut-être pas inutile de rappeler les faits. Vivendi Universal cède sa filiale VUE, Vivendi Universal Entertainment, à General Electric en 2003-2004, et pour partie, elle est rémunérée en cash et en titre NBCU, filiale de General Electric. Le taux de participation de Vivendi dans NBCU est de 20% et General Electric détient le sol de 80%. Dans un premier temps, Vivendi inscrit les titres NBCU dans un compte titre de participation. Puis, estimant cette qualification comptable erronée, elle corrige cette erreur le 26 juin 2008, donc un peu moins de 2 ans après, en portant les titres NBCU en compte de TIAP, valeur mobilière de placement. Parallèlement, elle comptabilise des provisions pour dépréciation, donc il y a sans doute un opportunisme, hein, évidemment, de ce point de vue-là, provisions pour dépréciation qu'elle déduit de son résultat imposable dès lors que les titres ont été transférés à un compte de valeur mobilière de placement et qu'ils ne sont plus en titre de participation. Puis elle cède des titres à GE en deux fois et elle dégage à cette occasion des pertes à court terme s'agissant de titres de placement et non plus de titres de participation. L'administration fiscale contrôle, remet en cause la qualification comptable retenue à l'origine par Vivendi et réintègre au résultat imposable les provisions pour dépréciation et les moins-values de cession correspondantes. Et elle assortit les redressements de la pénalité de 40% pour manquement délibéré, pénalité qui va être annulée par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Après, dans un premier temps, avoir tranché en faveur de la qualification de titre de placement, la Cour administrative d'appel de Paris avait cependant accepté la substitution de motifs présentée à titre subsidiaire. Je pense que l'administration avait tenté le coup sans trop y croire, mais ça a marché, selon laquelle Vivendi ne pouvait pas en 2008 corriger l'erreur comptable commise selon elle en inscrivant initialement les titres NBCU à un compte de titre de participation, dès lors que selon l'administration, cette erreur était délibérée et qu'elle n'était donc pas rectifiable. Saisi du litige, le Conseil d'État, après avoir considéré, bon, ça a moins d'importance, que Vivendi n'avait été privé d'aucune garantie substantielle, dès lors que le caractère délibéré d'une erreur comptable ne relève pas de la compétence des impôts, eh bien, le Conseil d'État fait droit à l'analyse retenue par la Cour administrative d'appel.
considère que la décision de la Cour n'est entachée d'aucune erreur de qualification des faits ni d'une erreur de droit, puisque la Cour s'est fondée en pratique sur les éléments relatifs à l'intention qui avait été exprimée par la société Vivendi lors de l'acquisition des titres en litige, c'est-à-dire près de 20 ans auparavant. En effet, retrouvant les éléments, notamment des correspondances, des communiqués de presse, communiqués AMF, Vivendi avait soutenu devant la Cour avoir acquis les titres de la société NBCU dans l'objectif de les revendre à brève échéance sans intention d'exercer une influence sur la gestion de cette société et que les conditions de leur acquisition ne lui permettaient pas de participer à la gestion effective de la société. Donc la Cour a considéré que Vivendi savait parfaitement que ces titres n'auraient pas dû être inscrits en titre de participation et qu'elle avait commis une erreur comptable délibérée de les inscrire en titre de participation, euh, de sorte que cette erreur n'était pas susceptible d'être rectifiée. Alors, en plus, il y a tout un argumentaire qui avait été retenu par la Cour administrative d'appel, selon laquelle Vivendi était entouré de comptables et de fiscalistes de haut niveau et qu'il ne pouvait pas ignorer que les titres auraient dû, dès le départ, être inscrits en titre de placement et non en titre de participation. Donc, s'il est quand même amusant parce que pour ceux qui ont trempé dans cette affaire dès l'origine, on sait qu'il y a eu des discussions sans fin entre les commissaires dans le collège des commissaires aux comptes, notamment sur le plan de savoir si les titres devaient être inscrits en titre de participation ou en titre de placement. Donc cette décision a suscité beaucoup d'émoi chez les entreprises parce que, et notamment les grandes entreprises, parce que ça signifie que dès lors qu'on est une très grande entreprise et qu'on s'entoure de compétences de haut niveau, on ne peut pas commettre d'erreur comptable en réalité. Ou alors l'erreur comptable est délibérée et n'est pas susceptible d'être rectifiée. Alors il faut espérer que c'est une décision d'espèce qui sanctionne un petit peu, si je puis dire, sans toutefois le dire expressément, l'opportunisme fiscal dont a fait preuve Vivendi, mais en tout cas de cause, ça donne un mauvais signal à l'administration fiscale sur les rectifications qu'elle peut opérer à l'égard de certaines grandes entreprises et sur la possibilité pour ces entreprises de rectifier les erreurs comptables qu'elles ont pu commettre tout à fait de bonne foi. Donc on verra la suite qui pourra y être donnée. Autre saga très importante qui est à la lisière de la comptabilité et de la fiscalité, et où là aussi les travaux du groupe de travail, si je puis dire, si je puis me permettre cette redondance de l'ANC sont très attendus, c'est sur la qualification des nouveaux titres acquis consécutivement à une augmentation de capital précédant une opération de cession. Là encore, le Conseil d'État n'a pas encore tranché sur ce point précis. Dans l'affaire Agap, il a tranché sur le point des titres acquis dans le cadre d'une augmentation de capital qui précède une liquidation de société ou une TUP. Mais il n'a pas tranché sur le cas précis des opérations d'augmentation de capital qui précèdent une opération de cession. Quel est le contexte? Le contexte, il est clair. C'est la décision du Crédit Agricole en Poriki, du Conseil d'État, qui remonte maintenant à plusieurs années. Le Crédit Agricole avait procédé à une augmentation de capital de plusieurs milliards de sa filiale grecque pour la recapitaliser car elle était en très grande difficulté. Et puis, cédant ses titres à un fonds de retournement pour un euro symbolique, il avait déposé une réclamation contentieuse en vue de considérer que les titres issus de l'augmentation de capital n'étaient pas des titres de participation, parce que dans ces cas-là, la moins-value de cession n'aurait pas été déductible en vertu du dispositif prévu à l'article anti-abus, prévu à l'article 39 quater des CS 2 bis du Code général des impôts, mais étaient des titres de placement parce qu'ils n'avaient pas l'intention de conserver durablement ces titres qui étaient destinés à présenter la mariée comme plus belle avant de les céder à un tiers. Et le Conseil d'État, après avoir saisi pour avis l'autorité des normes comptables, avait considéré qu'effectivement, la réglementation bancaire autorisait les établissements financiers à avoir des titres d'une société, d'une même société émettrice, qui pouvaient à la fois, pour certains, être classés en titre de placement et pour d'autres, en titre de participation. Mais pour autant, ces décisions se fondaient expressément sur la réglementation bancaire et sur le plan comptable spécifique aux établissements financiers qui permettait cette dissociation de traitement. Ce que ne permet pas nécessairement le plan comptable général. Alors, il s'en est suivi un foisonnement de litiges entre des entreprises qui relèvent du plan comptable général et qui sont dans cette même situation, c'est-à-dire je recapitalise une filiale en difficulté dans le but de la céder,
Et je considère que les titres issus de la recapitalisation, ben, j'en ai plus l'utilité puisque je suis destiné à les céder. Donc, je considère qu'il s'agit de titres de placement et non pas de titres de participation. Dans ces cas-là, la perte est déductible et n'est pas visée par le dispositif anti-abus prévu à l'article 39 quater des sièges de bis. Alors, deux décisions de tribunaux administratifs, celle de Châlons-en-Champagne du 1er décembre 2022 et celle du TA de Montreuil-Chichaïlo du 6 juin 2024, ont considéré que les titres ainsi émis puis cédés ne pouvaient pas recevoir une qualification comptable différente de celle retenue initialement, à savoir titre de participation. Dans l'affaire Agora, la Cour administrative d'appel de Nancy vient de confirmer la solution retenue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en s'inspirant, à tort selon nous, de la décision retenue par le Conseil d'État dans l'affaire Agap, qui était concernée une augmentation de capital ayant précédé une opération de TUP ou de fusion. En effet, la Cour considère que les titres de la filiale créée dans le cadre de l'augmentation de capital ayant précédé la cession ont permis la cession de cette société, sa recapitalisation en ayant une des conditions, ce qui faisait partie de l'exercice direct par une société mère du contrôle des actifs et de passifs de cette filiale. C'est là où elle s'est inspirée de la solution AGAP. Et la Cour considère également que les actions ainsi créées ne l'ont pas été dans un but patrimonial ou spéculatif par la société mère et ne constituent pas des titres de placement, ce qui là aussi nous semble une erreur de raisonnement. Donc en fait, la véritable question, c'est de savoir si les juges n'auraient pas dû rechercher si du fait de l'augmentation de capital et de la volonté de céder les titres, eh bien, il n'y avait pas eu un changement d'intention concernant la société détentrice et si ce changement d'intention ne justifiait pas un reclassement ou un classement des titres issus de l'augmentation de capital en titres de placement et non pas en titres de participation. Et la question de l'intention apparaît déterminante, comme l'a rappelé la Cour administrative d'appel de Paris dans l'affaire Banque fédérative du Crédit Mutuel le 6 novembre dernier. Donc évidemment, le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi en cassation de la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy du 15 mai 2025. On ne sait pas si l'autorité des normes comptables bien, émettra un avis ou une recommandation ou un texte avant la fin de l'année et si le Conseil d'État différera la solution qui sera proposée dans le cadre du pourvoi en cassation. Mais là, il est clair que les choses commencent à devenir urgentes, les contentieux s'empilent avec des enjeux significatifs et les redressements également. Donc là, c'est un point de suivi pour cette année ou peut-être pour l'année prochaine, plus vraisemblablement. On pourra poser la question, Sonia, à Annelise, le 10 février. Je passe plus rapidement sur ce point parce que je m'aperçois comme toujours que je suis très vague. C'est pour vous indiquer que on a une décision de la Cour administrative de Paris, je crois, qui nous dit que le date de dépôt de la demande de transfert des déficits en cas de fusion et de demande de transfert des déficits qui excède un montant de 199 999 euros parce qu'en deçà de ce seuil, eh bien, le transfert des déficits est de plein droit sous certaines conditions. Donc la Cour a considéré que la demande d'agrément doit être déposée avant la date de réalisation de la fusion, laquelle correspond à la date de la dernière Assemblée générale qui a approuvé la date d'opération, sauf toutefois si le traité de fusion prévoit une autre date d'effet, par exemple si le traité de fusion prévoit une date d'effet de réalisation postérieure à la date de la dernière Assemblée générale ayant approuvé l'opération. Au cas particulier, le traité de fusion avait été publié que le 17 juillet 2021, c'est-à-dire après la date de la dernière assemblée ayant autorisé la fusion. Et donc, l'administration avait considéré, ce qu'a validé la Cour administrative d'appel, que la demande de transfert avait été tardive et n'était donc pas recevable par les autorités fiscales. On rappelle que pour les dissolutions sans liquidation par voie de transmission universelle de patrimoine, en revanche, eh bien, la demande d'agrément doit être effectuée avant la date de réalisation définitive de la transmission universelle de patrimoine.
Alors, il m'a paru également intéressant de vous parler d'une décision du Conseil d'État qui a un petit peu bouleversé en fait les principes qu'on pensait acquis en la matière, comme quoi même encore aujourd'hui, on arrive à des solutions qui sont différentes de ce qu'on pensait vraiment comme inscrit dans le marbre. La Cour administrative d'appel de Paris, le 1er mars 2024, avait considéré, à propos d'un litige concernant des déficits reportables d'une entreprise qui avait été imputé sur les bénéfices d'exercices prescrits, que l'administration fiscale était fondée à remonter dans le temps jusqu'à l'origine des déficits, quand bien même une partie des déficits avait pu être imputée sur des bénéfices d'exercice prescrits, dès lors qu'il y avait un principe de fongibilité, en quelque sorte, des déficits. Eh bien, le Conseil d'État a censuré la solution retenue par la Cour administrative d'appel de Paris et considère au contraire que les déficits doivent être reportés par ordre chronologique, en l'absence même de millésime sur les liasses fiscales, et en commençant par les plus anciens, et doivent s'imputer sur l'intégralité des bénéfices réalisés, sous réserve bien entendu de l'application de la règle de plafonnement du million et de 50% au-delà du million, selon en quelque sorte une règle FIFO. Par exemple, j'ai un déficit de 100 000 qui a été subi en 2017. Il a été imputé à hauteur de 30 000 en 2020. Eh bien, l'administration fiscale n'est fondée à contrôler et puis il a été régénéré ensuite, eh bien, n'est pas fondée à contrôler la fraction des déficits qui a déjà été imputée sur des bénéfices prescrits, ce qui évidemment suppose de remonter dans le temps et de refaire toute la séquence d'imputation des déficits les plus anciens, de sorte que les bénéfices réalisés durant l'exercice prescrit ont pour effet de purger les déficits les plus anciens et que l'administration n'est plus à même de contrôler. Donc l'administration fiscale ne peut contrôler et rectifier que le reliquat des déficits antérieurs non encore imputés sur les bénéfices d'un exercice prescrit. Et cette solution retenue par le Conseil d'État met fin à la fongibilité du montant des déficits. Alors bien entendu, ça va entraîner des conséquences pratiques pour les entreprises et on a déjà commencé à travailler là-dessus, notamment avec des éditeurs de logiciels, parce qu'il va falloir opérer une traçabilité des déficits reportables, comme on le faisait dans le temps. Vous vous souvenez quand les déficits étaient reportables sur 5 ans, eh bien on avait un tableau où on indiquait le montant des déficits reportables de N-1, N-2, etc. Et bien là, il va falloir le faire jusqu'à plus soif et donc pouvoir consacrer dans les faits la solution retenue par le Conseil d'État qui met fin à l'imprescriptibilité des déficits fiscaux. Sur un autre point maintenant, l'amendement Charas, je ne sais pas pourquoi j'ai un truc qui s'est greffé là, mais bon, c'est pas grave. Le Conseil d'État a été amené à se prononcer également sur une affaire intéressante qui visait le groupe Labeyrie, qui avait fait l'objet de plusieurs LBO successifs, à propos des modalités d'application de l'amendement Charas. Alors on le sait, l'amendement Charas, c'est un dispositif qui a un dispositif d'assiette et non pas un dispositif anti-abus, qui a pour objet d'éviter que les entreprises financent au moyen de crédits d'impôt qui en fait correspondraient à la prise en compte d'une partie des charges d'intérêt imputées sur les bénéfices du groupe, des opérations qui conduisent à des rachats à soi-même de titres, c'est-à-dire schématiquement et pour simplifier, lorsqu'on acquiert une entreprise qui est détenue directement ou indirectement par les mêmes actionnaires ou le même groupe d'actionnaires que ceux qui détiennent la société mère intégrante directement ou indirectement, et que la société ainsi acquise est mise sous le groupe fiscal de la société cessionnaire ou d'une de ses sociétés filles, eh bien, dans ces cas-là, le mécanisme a pour effet de permettre la réintégration au résultat d'ensemble du dit groupe d'une fraction des charges financières supportées par l'ensemble des sociétés du groupe selon un ratio totalement forfaitaire qui est charge financière de l'ensemble des sociétés du groupe multiplié par au numérateur le prix d'acquisition des titres de la société et au dénominateur le montant moyen des dettes de l'ensemble des sociétés du groupe. Et le dispositif, codifié à l'article 223B du Code général des impôts, prévoit que le prix d'acquisition des titres
peut être déduit du montant des augmentations de capital en numéraire réalisées simultanément à l'acquisition des titres, c'est-à-dire soit dans les 3 mois qui la précèdent, soit dans les 3 mois qui suivent, par une personne autre qu'une société du membre du groupe, ou si c'est par une société du groupe, lorsque ces fonds en numéraire ne proviennent pas de fonds empruntés à l'extérieur du groupe. L'administration fiscale avait procédé à un certain nombre de redressements subordonnant cette exception à la condition d'affectation des fonds à l'opération d'acquisition. En d'autres termes, l'administration fiscale avait posé une condition que le texte ne pose pas, en indiquant, moi j'accepte de minorer le prix d'acquisition des titres pour réduire à néant ou une grande partie l'effet du Charas, uniquement des augmentations de capital en numéraire qui sont destinées à financer l'opération d'acquisition. S'il n'y a pas d'affectation précise des fonds, eh bien, je n'accepte pas de prendre en considération cette augmentation de capital pour qu'elle vienne minorer le prix d'acquisition des titres. Alors, cette façon de voir a été quand même tout à fait extraordinaire dans la mesure où l'administration a ajouté au texte une précision qu'il ne comportait pas, et surtout en l'absence d'intention du législateur. Et la Cour administrative d'appel de Paris avait fait droit le 17 janvier 2025 à la thèse soutenue par l'administration fiscale. Bien évidemment, un pourvoi devant le Conseil d'État a été formulé par la société d'Île-à-France, la holding, et cette société a transmis par la même occasion une question prioritaire de constitutionnalité euh, en demandant au Conseil d'État de saisir le Conseil constitutionnel du litige. Le Conseil d'État n'a pas estimé nécessaire de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel et il n'a pas encore tranché sur le fond, mais la décision ne saurait tarder. Et elle ne fera pas un pli parce qu'elle ressort des conclusions du rapporteur public et elle ressort implicitement du refus de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel. En fait, ce que dit le rapporteur public, c'est que le dispositif Charas prévoit un mode forfaitaire de réintégration et qu'on ne va pas ajouter à ce mode forfaitaire quelque chose de plus fin. Là, et la position de l'administration fiscale revient effectivement à introduire une condition qui n'était pas posée par le texte, de telle sorte que, en cas de fonds apportés en numéraire de manière simultanée à une opération d'acquisition de titres, eh bien c'est la totalité des fonds qui viendrait bien en déduction du prix d'acquisition et non une fraction de ceci, de telle sorte que la décision de la Cour administrative d'appel devrait être logiquement censurée sur ce point, ce qui évidemment va permettre au Conseil, dans les différentes opérations de LBO, de respirer un peu mieux qu'il ne respirait à la suite de la décision Lille-France. Parce que une augmentation de capital, c'est le plus souvent en numéraire fongible et c'est difficile de prévoir qu'il y a une partie qui est affectable à l'acquisition et une autre partie qui est par exemple affectable au futur CAPEX, OPEX ou que sais-je de la société cessionnaire. Autre décision très importante qui a été rendue dans le courant de l'année 2025 et qui là aussi a censuré une position qui avait été très critiquée, retenue par la Cour administrative d'appel de Paris, c'est l'affaire Soufflet. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait du groupe Soufflet, donc qui avait une filiale qui était implantée en Tchéquie. À l'époque, en fait, c'était la couronne tchèque. La société mère avait perçu des dividendes de sa filiale tchèque. Et entre le moment de la décision de distribution et la mise en paiement des dividendes, eh bien, il y avait une dévaluation de la couronne tchèque qui avait entraîné une perte de change pour la société mère. Donc, par exemple, j'ai une distribution qui est prévue de 100 000, et puis au moment de la mise en distribution, ça vaut 100 000, et au moment de la mise en paiement, ça ne vaut plus que 70 000. Donc, j'ai une perte de change de 30 000. Quel est le sort de cette perte de change? Est-ce que je dois la rattacher aux dividendes? Et quand ces dividendes ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales, bah, ça veut dire qu'en pratique, je ne peux pas la déduire. Ou bien cette perte de change vit-elle sa vie de manière autonome et est-elle enregistrée en compte de charges financières déductibles? La Cour administrative d'appel de Paris avait fait droit au raisonnement de l'administration fiscale en considérant que la perte de change devait être liée au traitement fiscal des dividendes. Et donc, comme les dividendes ouvraient droit au régime Murphy et qui n'étaient pas taxables, eh bien, la perte de change n'était pas déductible. Le Conseil d'État
a censuré ce raisonnement et a considéré qu'en fait, il fallait distinguer deux choses et que le fait générateur de l'imposition des dividendes, c'est la décision de distribution. Donc, à cette date, normalement, les dividendes sont imposables du chef de la société qui les perçoit, du chef de la société mère. Alors, imposable modulo l'application évidemment du régime des sociétés mères et filiales, si ce régime est applicable, et de la seule réintégration au résultat fiscal d'une quote-part de frais de charge de 1% ou 5% selon les cas. Alors ça, c'est important parce que le Conseil d'État, là aussi, a tordu le bras à un vieux principe soutenu par les fiscalistes qui pensaient qu'il fallait lire l'article 145 du CGI de manière littérale. Or, on parle des dividendes touchés dans l'article 145, mais la formulation est très ancienne et ne correspond pas aux modalités d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Le Conseil d'État précise bien que le fait générateur de l'imposition des dividendes, c'est la décision de distribution et non pas la mise en paiement. Alors, la première conséquence de cette décision, c'est que si vous avez une société qui perçoit un dividende enfin, qui perçoit, pardon, dont la décision de mise en paiement du dividende par la filiale est le 15 octobre N, et que la mise en paiement intervient le 15 janvier N+1, ça signifie que pour l'application du régime mère-fille, eh bien, il faut considérer que le produit financier doit être comptabilisé en N, et le retraitement au régime mère-fille s'effectue pour la détermination du résultat fiscal N, et non pas en N+1 date de mise en paiement comme le font certains groupes. Donc ça, c'est la première conséquence de cette décision. Deuxième conséquence logique, eh bien, à partir du moment où à la date de paiement du dividende, je reçois une somme inférieure à celle qui correspondait à la contre-valeur de la distribution à la date de décision de distribution, eh bien, cette somme ne peut être qu'un gain de change ou une perte de change selon la situation dans laquelle on se place et qui suit un régime autonome. Donc, si c'est un gain de change, il est taxable au taux de droit commun. Si c'est une perte de change, comme dans l'affaire Soufflé, elle est déductible au taux de droit commun. Alors, on rappelle que le Conseil d'État a pris un raisonnement différent en matière de cession des éléments d'actifs immobilisés, parce que là, il en va différemment. Le Conseil d'État considère que les gains et pertes de change doivent s'incorporer au calcul de la plus ou moins value de cession, parce que le fait générateur de l'imposition est différent, c'est la réalisation de la plus-value ou de la moins-value. C'était la décision Securitas France Holding, qui était une décision de non-admission en fait, de la décision de cour administrative d'appel de Versailles qui avait retenu cette solution. Donc là, au moins, si je puis dire, on est un peu bordé, on y voit un peu plus clair sur le traitement des gains et pertes de change afférents à ces deux types de revenus assez fréquents, notamment pour les sociétés holding. Autre point assez intéressant, c'est la décision Pierre et Vacances Financement du Conseil d'État du 29 juillet 2025, où le Conseil d'État apporte encore des pierres à son édifice prétorien du dispositif dit Kemener. Alors, les fiscalistes le savent, le dispositif Kemener, c'est un dispositif qui a été mis en œuvre par le Conseil d'État, qui ne résulte d'aucune disposition du Code général des impôts, ni d'aucune solution doctrinale. Et le Conseil d'État a dit pour droit dans l'affaire Kemener que la plus ou moins value de cession de part d'une société qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes doit être déterminée en corrigeant le prix de revient des parts de sociétés de personnes ainsi cédées. Ce prix de revient doit être majoré de la quote-part des bénéfices qui ont été imposés chez l'associé et des pertes antérieures qui ont été comblées par cet associé, et il doit être minoré de la quote-part des déficits qui ont été déduits par l'associé au plan fiscal, du fait de la transparence ou de la translucidité fiscale résultant de l'article 8 du CGI, et des bénéfices qui ont donné lieu à une imposition à son profit. Certains diront à son détriment. Donc le Conseil d'État a étendu dans l'affaire Pierre et Vacances Financement le champ d'application du Kemener, d'une part aux cessions d'usufruit ou de nue propriété de parts de sociétés de personnes. Alors jusqu'à présent, il n'avait eu qu'à se comment dire, qu'à juger des affaires où il s'agissait de la cession de la pleine propriété de parts. Et autre élément intéressant, il a considéré que le dispositif Kemener devait s'appliquer également en cas d'interposition de plusieurs sociétés de personnes et que le prix de revient des parts devait être majoré du bénéfice exonéré qui revient indirectement à l'associé cédant par le truchement de sociétés de personnes interposées, comme c'était le cas dans l'affaire Pierre et Vacances Financement. Alors,
On le sait, l'administration fiscale n'a jamais commenté cette jurisprudence du Conseil d'État. Autre décision intéressante, dont l'une toute récente, la première, elle concerne les provisions pour dépréciation de créances sur des sociétés de personnes. Et où, à propos de l'affaire Société Civile Saint-Louis, hein, donc du groupe sucrier bien connu, le Conseil met enfin un terme à la position de l'administration fiscale et qui résultait de nombreux contrôles, où l'administration procédait à une assimilation un peu rapide des provisions pour dépréciation de comptes courants et des abandons de créances à caractère financier. On le sait, l'article 39.13 du Code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2012, a interdit la déductibilité des aides autres que celles à caractère commercial, modulo, je mets de côté la situation des sociétés en difficulté pour lesquelles il y a une possibilité de déduction limitée. Mais en ce qui concerne les entreprises qui ne relèvent pas de procédure collective, l'article 39.13 interdit notamment la déduction des aides à caractère financier dans des groupes de sociétés, de sorte qu'on se retrouve avec une asymétrie de traitement, puisque l'aide n'est pas déductible chez la société mère qui l'octroie, par exemple, et alors même qu'elle est imposable chez la société qui en bénéficie, sauf si celle-ci prend l'engagement d'augmenter son capital à due concurrence dans un délai de 2 ans pour due concurrence du montant de l'aide qui a été accordée par la mère. Et l'administration fiscale, dans énormément de contrôles fiscaux, remet en cause la déductibilité des provisions pour dépréciation de créances au motif que ces dépréciations doivent suivre le même sort que les aides à caractère financier, c'est-à-dire non-déductibilité au regard de l'article 39.13. Donc le Conseil d'État, suivant les conclusions de sa rapporteure publique, dit bah non, voilà, on ne voit pas le rapport. Une avance en compte courant, elle est susceptible d'être remboursable à tout moment. Même si une société est en difficulté, ça ne veut pas nécessairement dire que l'aide, enfin que l'avance sera abandonnée. Donc on ne veut pas appliquer le même traitement fiscal a priori aux avances en compte courant et aux dépréciations de ces avances qu'aux abandons de créances à caractère financier. Donc par la décision Saint-Louis, l'administration a mis fin à cette vague de redressement infondé de la part de l'administration fiscale. Deuxième décision très intéressante rendue par le Conseil d'État dans l'affaire Imofac très récemment, il y avait un trou dans la raquette, si je puis dire, et on pouvait légitimement se poser la question de savoir s'il était possible ou non d'opter pour le report en arrière du déficit d'une entreprise lorsque l'entreprise avait changé d'activité entre l'exercice de réalisation du bénéfice d'imputation et l'exercice d'option pour le carryback. On sait que l'article 225 du Code général des impôts, qui gouverne les règles d'option pour le report en arrière des déficits, interdisent d'opter pour le report en arrière du déficit d'un exercice si au cours de cet exercice de constatation du déficit, il y a eu un changement d'activité. Mais le texte est muet sur le fait de savoir ce qui se passe en cas de changement d'activité, non pas au titre de l'exercice de réalisation du déficit, mais au titre de l'exercice précédent, c'est-à-dire celui qui a généré le bénéfice sur lequel s'impute le report en arrière de l'exercice suivant. La Cour administrative d'appel de Toulouse, dans une solution un peu inédite, avait considéré que la règle d'identité de l'entreprise prévue par l'article 221.5 du Code général des impôts s'opposait à une telle option, dans mon exemple, à propos d'une entreprise qui avait changé d'activité, puisqu'elle exerçait une activité de négoce de matériel de construction versus une activité de conseil et diagnostic immobilier, et ce changement est intervenu au cours de l'exercice N-1, c'est-à-dire celui qui précédait l'option pour le report en arrière du déficit. Le Conseil d'État a statué très rapidement sur cette décision et a validé la position retenue par la Cour en calquant en fait le principe d'identité d'entreprise sur les principes qu'il a mis en œuvre dans le cadre des changements d'activité d'une société. Et donc a considéré que pour que l'option soit valable, il fallait effectivement qu'il y ait une stricte identité d'activité entre l'entreprise qui a généré le bénéfice et celle qui l'a constaté. De sorte que s'il y a un changement d'activité réel entre les deux, eh bien, ça s'oppose à l'option pour le report en arrière du déficit. Autre décision, tu diras Sonia à quelle heure je dois arrêter, hein, c'est 9h20 peut-être, non? Ça.
Intéressante, c'est sur les opérations de LBO. On sait que l'administration fiscale est souvent tentée de remettre en cause la légitimité des honoraires supportés par la holding créée pour les besoins de la cause, au motif que ces honoraires auraient dû être supportés par les actionnaires de la holding et notamment le plus souvent par le fonds d'investissement majoritaire ou la holding où sont regroupés les différents, la Topco, si je puis dire, est située au Luxembourg et qui regroupe les différents véhicules d'investissement. Alors, il s'agissait d'un cas tout à fait similaire dans l'affaire Tractel International, puisqu'à l'occasion d'un LBO secondaire eh bien, qui comprenait la création d'une société luxembourgeoise, celle-ci avait mis en place un financement bancaire destiné à refinancer la dette existante et à financer l'acquisition des titres d'une société holding, euh, sachant qu'on avait créé en France une société créée pour les besoins de la cause, destinée à être la tête de groupe intégrée, et qui avait acheté les titres de la société cible. Et donc le prêt visait deux choses. D'une part, à financer l'acquisition des titres de la société cible, et là, il bénéficiait la société mère française, et à refinancer la dette existante de la société acquise. L'administration fiscale avait considéré que les frais liés à la mise en place du financement devaient être supportés non pas par la société holding créée pour les besoins de la cause en France, mais par la société de droit luxembourgeois, et donc elle s'était opposée à la légitimité tant au regard de l'IS que de la TVA de ces honoraires. La Cour administrative d'appel n'a pas suivi ce raisonnement. La Cour administrative d'appel a dit, finalement, il faut savoir, même si l'opération a été montée au départ par cette société luxembourgeoise, à qui bénéficient les fonds. Or, les fonds bénéficient à la société mère française, puisque c'est elle qui achète les titres, et c'est elle qui refinance la dette existante de la société cible. Donc, on va se référer à un critère d'utilité économique et non pas un critère juridique pour savoir qui bénéficie dans les faits du financement. Donc, dès lors que le financement bénéficie bien aux sociétés françaises, eh bien, c'est logique que ces frais soient supportés par les sociétés française. Et le pourvoi du ministre qui a été effectué devant le Conseil d'État n'a pas été admis par le Conseil d'État, lequel a considéré que les arguments du ministre n'étaient pas suffisamment recevables en droit pour que le pourvoi suive son cours. Donc, là aussi, c'est une décision justifiée et qui va quand même rassurer un certain nombre d'acteurs du milieu du capital investissement, car les redressements avaient tendance à s'intensifier sur ce point. Autre redressement tarte à la crème, c'est le cas assez classique où vous avez une société holding de tête, puis vous avez des sociétés holding intermédiaires, on va dire qui peuvent être des sociétés holding intermédiaires métiers ou pays. Le plus souvent, c'est quand même la société mère ultime qui est à la manœuvre lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des acquisitions stratégiques pour le groupe. Et c'est souvent elle qui supporte, d'ailleurs la plupart du temps dans le plus grand secret, parce que ces opérations confidentielles, des frais préparatoires tels que des due diligence, des études préalables confiées à des acteurs tels que des conseils en stratégie, des conseils financiers, des cabinets d'avocats, etc. Donc, ils supportent les frais préparatoires à l'acquisition des titres. Puis ensuite, les titres eh bien, sont portés non pas par la société holding faîtière, mais par les holdings intermédiaires, parce que c'est logique de les raccrocher à tel holding pays ou à tel holding métier. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Jacquet Metals, où en fait la société holding de tête avait supporté des frais qu'elle avait relatifs à des titres de sociétés allemandes et canadiennes, lesquels ont été en définitive acquis par deux sociétés holding intermédiaires dont le capital était lui-même détenu en totalité par évidemment la société holding de tête. Et ces holdings intermédiaires comme le holding de tête étaient bien entendu, comme c'est assez classique dans ce genre de circonstances, dans le même groupe fiscalement intégré. Et l'administration fiscale, dans le cas du contrôle de la société holding tête de groupe, a considéré, comme assez classiquement, qu'elle avait commis un acte anormal de gestion et qu'elle aurait dû refacturer les frais préparatoires à l'acquisition, qui étaient différents des frais inhérents, aux deux holdings intermédiaires. Car c'est elle qui, in fine, portait les titres et avait acquis les titres. Et elle avait analysé cette absence de refacturation comme une subvention intra-groupe. C'était l'époque
antérieure à 2019 où les subventions intragroupes étaient neutralisées par la détermination du résultat d'ensemble, mais donnait lieu à une amende de 5% lorsqu'elle n'était pas déclarée sur un état spécifique à joindre à la déclaration d'ensemble. Et donc, l'administration a mis en œuvre cette amende. La Cour administrative d'appel de Lyon, dans une décision, je crois, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, a jugé que dès lors que la société holding de tête décidait de la stratégie du groupe et de ses décisions et prenait seule les décisions de croissance externe, c'était logique que ce soit elle qui supporte les frais préparatoires et qu'elle n'était pas tenue de refacturer ces frais aux sociétés qui, in fine, avaient acquis les titres, à savoir les holdings intermédiaires. Alors, évidemment, c'est une décision d'espèce, hein, et je pense qu'en fonction des circonstances de fait propres à chaque affaire, on pourrait, dans d'autres situations, juger que les frais auraient dû être refacturés aux sociétés holding intermédiaires. Mais la solution retenue par la Cour, là, nous semble assez intéressante parce que enfin, les praticiens qui sont en train de m'écouter savent que c'est des questions qu'on se pose très souvent en pratique dans les opérations de réorganisation ou d'acquisition au sein de groupes. Alors, un petit panorama sur l'AJP en matière de fiscalité de la recherche et de l'innovation, qui est un thème très chahuté par l'administration fiscale sur deux plans. Sur le plan, d'une part, du crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, c'est la première dépense fiscale de l'État, près de 8 milliards d'euros si on compte le crédit impôt innovation. Et on subit depuis 2 ans une vague énorme de redressement dans les entreprises, aussi bien dans les grandes entreprises que les ETI ou les PME, de redressement en matière de crédit impôt recherche, sur tous les terrains. L'amortissement, les brevets, les dépenses de personnel, l'éligibilité, la matérialité, c'est-à-dire la justification des heures passées par rapport au projet. Donc l'administration fiscale et notamment les brigades des VNI procèdent à des redressements à tour de bras avec des enjeux très significatifs la plupart des cas. Et la plupart des cas, dans la plupart des situations, bah, il faut se battre assez longuement, aller au contentieux et souvent ben, on obtient gain de cause, mais des années et des années après les redressements. Alors, deux décisions intéressantes en matière de crédit impôt recherche qui concernent plutôt des entreprises, de petites entreprises, des PME communautaires. Première décision, celle de la Cour administrative d'appel de Toulouse, qu'on a plaidé, qui a indiqué que le dispositif du remboursement immédiat des créances de cire constituait une faculté et non une obligation pour les PME communautaires, de sorte que si une entreprise a oublié dans le délai d'1 an de solliciter le remboursement, eh bien, elle peut se replacer dans le délai général de 3 ans pour solliciter le remboursement de sa créance de cire. Malheureusement, l'administration est mauvaise perdante et elle a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Donc là, on est en train de produire les écritures et on espère que le Conseil d'État eh bien, validera la solution qui avait été retenue par la Cour administrative d'appel, car sinon, ça revient finalement à ce qu'une dérogation au départ favorable se retourne contre les PME communautaires. Parce que dans l'affaire en question, l'administration fiscale a refusé le bénéfice du remboursement à une PME qui avait demandé le remboursement 3 ans après et non pas dans l'année qui avait suivi la constatation de la créance de cire en disant c'est trop tard, vous auriez dû demander avant. Deuxième litige, c'est l'affaire du crédit impôt collection, une décision assez sévère du Conseil d'État qui vient de tomber le 30 décembre dernier. Et ces crédits impôt collection sont réservés aux entreprises qui exercent une activité industrielle. Dans un premier temps, la Cour administrative d'appel de Lyon, je crois, avait considéré qu'une entreprise qui externalise la totalité de sa production pouvait revendiquer le bénéfice du crédit impôt collection, quand bien même elle n'exerçait pas à strictement parler, en vertu de son code APE, une activité industrielle, mais qu'elle fournissait les matières premières et que c'est elle qui assumait dans les faits le risque commercial. Eh bien, le Conseil d'État, et il y a eu même une tolérance administrative sur ce point, eh bien, le Conseil d'État a invalidé et annulé la décision de la Cour administrative d'appel en considérant qu'elle aurait dû rechercher si la nature de l'activité était industrielle. Et dès lors que la nature de l'activité était industrielle, eh bien, la société ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la tolérance administrative et bénéficier du crédit impôt collection. Donc une décision assez sévère, mais fondée sur une interprétation littérale des textes. Autre redressement de plus en plus nombreux, c'est le régime de l'IP Box mis en œuvre par la loi de finances pour 2000.
20 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, régime qui conduit à une imposition préférentielle des revenus tirés de la concession de brevets, pour simplifier, mais pas que, certificat d'obtention végétale également, une imposition à un taux de préférentiel de 10%. Ce régime, au départ, assez peu connu, est monté en puissance très rapidement ces dernières années, puisqu'il est passé entre 2023 et 2024 de 520 millions de dépenses fiscales à 1,4 milliard. Et évidemment, ben, les redressements sont de plus en plus nombreux et on a maintenant une multitude de litiges avec l'administration fiscale. Alors non pas tant dans les grands groupes, mais dans beaucoup de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire. Et les premières décisions de juridiction administrative commencent à tomber et elles vont tomber de plus en plus fort puisqu'il y a beaucoup de litiges devant les juridictions, devant les tribunaux administratifs de France et de Navarre. Alors, première série de décisions favorables qui ne nous surprendra pas, c'est que les tribunaux administratifs retiennent une approche en matière d'options déclaratives très, comment dire, logique par rapport à celle qui avait été retenue pour le CIR. L'administration fiscale considérait qu'on ne pouvait pas opter rétroactivement pour le dispositif de l'IP Box. Et donc, quand on fait des déclarations rectificatives, eh bien, elles ne sont pas valables parce qu'on n'a pas opté régulièrement dans les délais au moyen de l'option prévue, l'imprimé idoine prévue en annexe de la déclaration de résultat de l'exercice auquel se rapporte l'option. Donc, aussi bien le TA de Lyon que le TA de Paris, dans deux décisions récentes, ont considéré qu'il était tout à fait possible d'exercer l'option pour ce régime jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R196.1 du livre des procédures fiscales et que la déclaration rectificative est traitée comme une réclamation contentieuse. Donc, on peut très bien opter pour le régime de l'IP Box jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt exercice considéré. Et les deux juridictions ont considéré que l'absence d'option initiale ne pouvait s'analyser comme une décision de gestion opposable à l'entreprise. Elles ont retenu en fait des solutions identiques à celles qui avaient été retenues en matière de CIR il y a déjà maintenant pas mal d'années. Dans les faits, l'administration fiscale semble s'être rangée à cette jurisprudence puisque c'est un point qu'elle ne soulève plus dans les contentieux. Et puis, le tribunal administratif de Paris, dans l'affaire Agora Pulse, s'est allé un petit peu plus loin, puisqu'il a également considéré que, là aussi, dans une interprétation assez logique du texte, que l'obligation documentaire prévue à l'article 13BA du livre de procédure fiscale, qui s'apparente à l'obligation documentaire prix de transfert, n'est pas exigée au stade de la déclaration de résultat de l'entreprise qui a opté pour le régime. Elle n'est exigée, comme la doc prix de transfert, qu'au moment où intervient éventuellement le contrôle fiscal et où le service vérificateur est en droit de solliciter la documentation requise, à savoir la justification des revenus et des charges qui relèvent de la IP Box et de la séparation, notamment pour les entreprises éditrices de logiciels, entre les revenus qui sont afférents à la concession du logiciel et les autres revenus tels que les pourcentages du chiffre d'affaires sur la maintenance, etc. Il y a également énormément de litiges, pour l'instant, qui n'ont pas donné lieu, à ma connaissance, à des solutions de tribunal administratif sur le caractère original des logiciels pour le régime de l'IP Box. Je vais passer un peu plus rapidement sur ces éléments-là qui sont un peu plus anciens. Vous pourrez vous y reporter pour vous parler de deux choses assez récentes. La première, c'est qu'on suivra le sort de la question prioritaire de constitutionnalité qui vient d'être transmise le 12 janvier par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel sur la fameuse taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres titres instituée par la finance pour 2025. On sait, hein, la loi de finances pour 2025 a été promulguée, adoptée très rapidement le 15 février dernier, sans un véritable examen au fond par le Conseil constitutionnel. Donc on savait que dès que les commentaires administratifs seraient publiés, ils l'ont été en août dernier, eh bien il y aurait des questions prioritaires de continuité qui seraient formulées par des conseils ou par les entreprises en vue de faire tomber cette taxe. Donc ça a été le cas. Le Conseil d'État s'est prononcé sur ces deux taxes. On rappelle qu'il y a une taxe temporaire et qu'il y a la taxe pérenne. Sur la taxe temporaire, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel au motif qu'elle ne serait pas rétroactive, selon lui.
Et puis, sur le fondement même de la taxe permanente, il a refusé également de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. En revanche, il a considéré que dès lors que, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation, conduites dans des conditions financières identiques, eh bien, une charge fiscale significativement différente selon l'existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable pouvait être exigée des sociétés visées par cette taxe. Cette question posait un caractère sérieux et qu'elle avait lieu d'être transmise au Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel a 3 mois à compter du 12 janvier pour se prononcer sur le sort de la taxe sur les réductions de capital, dont on sait que certains groupes voulaient l'augmenter significativement dans le cadre de l'examen du PLF pour 2026. Bah, évidemment, on attendra avec le plus grand intérêt la décision du Conseil constitutionnel sur ce point, sachant que le Conseil d'État a également écarté le grief tiré de la discrimination à rebours au regard de la directive Murphy. Autre décision évidemment d'un bien moindre intérêt pratique, mais qui fera vraisemblablement l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, du moins on l'espère. La Cour administrative d'appel de Paris, je vous ai fait un petit clin d'œil aussi parce que c'est une décision qui vise le Paris Saint-Germain, eh bien, a considéré que les intérêts de retard sont dus en cas de rehaussement du bénéfice imposable. On parle là d'une période très antérieure, hein. C'était l'exercice 2012-2014, à l'époque où le PSG n'en est pas là où il en est maintenant. Eh bien, donc, ils étaient déficitaires à cette époque-là et il y avait un contrôle fiscal qui avait rehaussé le résultat pour le ramener à un niveau bénéficiaire avec un supplément d'IS exigé. Mais le PSG bénéficiait de créances fiscales reportables telles que le CICE et la réduction d'impôt mécénat et avait considéré que, évidemment, le supplément d'IS pouvait être compensé avec ces créances reportables et qu'en sorte, en conséquence, il n'y avait pas lieu de calculer les intérêts. Eh bien, l'administration fiscale avait quand même calculé les intérêts de retard et la Cour administrative d'appel a validé, un petit peu à la surprise générale, le fait que ces intérêts de retard sont dus, même si la société disposait, au moment où le supplément d'IS était exigible, de créances fiscales reportables en l'absence de préjudice financier. Donc c'est vrai que c'est une décision qui interpelle parce que c'est pas du tout la politique de la DGE qui, dans pareille situation, admet de considérer qu'on va compenser le supplément d'IS avec les créances fiscales reportables et va pas réclamer d'intérêt de retard. Donc on verra si cette décision sera confirmée ou pas et s'il y aura un pourvoi en cassation. En matière de fiscalité internationale, très rapidement, et ça vous reporterez aux slides qui, je pense, vous seront figureront sur le site de l'IMA, ben, la liste des États et territoires non coopératifs a été actualisée dans le courant de l'année 2025, tant au niveau français qu'au niveau européen. Je vais vous parler également rapidement d'une décision du Conseil d'État qui concerne la Société Générale, mais bien au-delà, qui concerne la plupart des grands groupes en fait. Vous le savez sans doute, lorsqu'un groupe fait l'objet de redressement en matière de prix de transfert, eh bien, en pareille hypothèse, l'administration fiscale considère que dès lors que l'article 57 est déclenché et qu'elle considère qu'il y a eu un transfert de bénéfices à l'étranger, soit sous forme d'une insuffisance de prix ou au contraire sous forme en sens inverse, d'une facturation excessive de la part de l'entité étrangère liée à à la société française, et dès lors qu'il y a un transfert de bénéfices établi, l'administration est en droit d'appliquer la retenue à la source sur la fraction du transfert de bénéfices. Et on peut échapper à cette retenue à la source si on rapatrie les bénéfices transférés à l'étranger dans le cadre de la procédure de la cascade prévue à l'article L62A du livre des procédures fiscales. Mais il se trouve qu'un certain nombre de groupes ont, depuis pas mal d'années, mis en œuvre un dispositif permettant, selon eux, d'échapper à la retenue à la source lorsque l'État où est située la filiale étrangère, eh bien, n'acceptera pas la charge. On sait, il y a un certain nombre d'États qui vont soit bloquer les paiements, dans le cas de dispositifs de contrôle de change, soit refuser la liquidité de la charge dans l'état de la filiale étrangère. Et dans ces cas-là, une pratique s'était développée dans bon nombre de groupes consistant à réintégrer spontanément au résultat fiscal de la société mère la charge dont on sait qu'elle n'aurait pas été admise en déduction du résultat imposable de la filiale. Notamment, bah, ça se conduit de la manière suivante. J'ai une société mère qui supporte des charges dont une partie devrait théoriquement refacturer à ses filiales étrangères.
mais elle sait que ses filiales étrangères ne paieront pas ou que l'administration fiscale locale s'opposera à la déduction de la charge. Donc, on réintègre spontanément l'avantage au résultat fiscal, évidemment, ce qui a pour but de majorer le résultat fiscal de la société française. Et dans cette hypothèse, on pense qu'on échappera à la retenue à source. Eh bien, non, parce que l'administration fiscale a pratiqué la double peine et elle a considéré que même si la société mère française était déficitaire, la retenue à la source était due lorsque l'avantage n'était pas suffisamment identifié. Comme il n'y a pas eu de transfert de bénéfices, puisque l'administration n'a pas à appliquer l'article 57, car la charge a été réintégrée spontanément au résultat fiscal de la société française, eh bien, l'administration fiscale a utilisé un autre texte. Elle a utilisé l'article 111C du Code général des impôts pour considérer qu'il y avait acte anormal de gestion de la part de la société française de ne pas avoir refacturé à la société étrangère une quote-part des charges qui lui incombent, par exemple des redevances de marque, des management fees, que sais-je, des intérêts. Et elle considère que le fait même de réintégrer à l'assiette fiscale matérialise l'intention libérale de la société mère et l'absence de contrepartie, et que la comptabilisation de l'opération n'a pas révélé par elle-même l'octroi d'une libéralité. Alors dans l'affaire Société Générale, la Société Générale, vous l'avez compris, avait procédé à cette réintégration extra-comptable, mais l'administration disait, ben non, moi je suis désolé, je ne vois pas, il n'y a pas eu de comptabilisation de l'avantage, et pour cause, puisqu'il s'agit de charges que j'ai supportées, que je n'ai pas refacturées. Donc là, au plan comptable, il ne se passe rien. Mais au plan fiscal, j'ai matérialisé cet avantage par une réintégration extra-comptable, donc ne m'appliquez pas, s'il vous plaît, la retenue à la source. Eh bien, le Conseil d'État a validé implicitement la thèse de l'administration fiscale en considérant que dans une telle hypothèse, il est possible d'échapper à la retenue à la source si la comptabilisation, certes en l'absence de comptabilisation, si la mention qui figure sur le tableau 2058 ou une annexe du tableau 2058 est suffisamment explicite. Ce qui suppose d'indiquer filiale par filiale le montant des sommes concernées et la nature de l'avantage fiscal consenti et réintégré spontanément. Or, dans l'affaire Société Générale, les réintégrations extra-comptables étaient globalisées et ne mentionnaient ni l'identité des filiales bénéficiaires, ni le montant octroyé à chacune d'elles. Le raisonnement suivi par le Conseil d'État, ça a été considéré que la retenue à la source, c'est pas l'impôt de l'entreprise française, c'est l'impôt du bénéficiaire de la distribution. Et donc, ça suppose de bien connaître le bénéficiaire de la distribution et le montant de l'avantage qui lui a été accordé. Donc ça, cette décision est intéressante parce que il va falloir que certains groupes soient beaucoup plus fins dans les précisions qu'ils apportent sur leur 2058 lorsqu'ils réintègrent l'avantage fiscal à leur résultat imposable et qu'ils mentionnent bien l'identité des filiales bénéficiaires et les montants concernés à chaque fois, ce qui souvent n'est pas fait. Alors vous me direz, c'est quand même la double peine, hein, parce que vous avez une retenue à la source qui s'applique, et en plus, vous réintégrez spontanément les frais à votre assiette fiscale, parce que vous savez que l'administration étrangère n'acceptera pas la charge localement. Donc c'est quand même une jurisprudence qui, dans les faits, aboutit à une situation très sévère pour les groupes concernés. Un petit détour vers la TVA, juste pour vous dire que le Conseil d'État a une décision assez intéressante à considérer que lorsqu'un associé engage des frais pour le compte d'une société en formation, en l'occurrence une société civile de construction-vente, et qu'il supporte de la TVA, eh bien, c'est à lui de déduire la TVA correspondante s'il a la position d'assujetti et non pas à la société qui a été créée quelques mois ou quelques années après, même si celle-ci a repris à son compte les engagements pris par les associés fondateurs dans le cadre de la société en formation, car le Conseil d'État a voulu éviter une double déduction de la TVA grevant les frais préparatoires chez l'associé fondateur et chez la société créée et immatriculée ensuite. Alors bien évidemment, cette jurisprudence ne s'appliquera pas lorsque l'associé fondateur n'a pas les moyens de récupérer la TVA parce qu'il n'a pas la position d'assujetti, notamment si c'est une personne physique. Dans l'affaire Vivendi et en matière de CVAE, le Conseil d'État a considéré que les frais exposés dans le seul but de réaliser une cession de titres immobilisés, donc c'est les pendants de l'affaire NBCU dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci en impôts locaux et non plus en impôts directs, enfin de bénéfices, eh bien, et qui constituent des frais inhérents à la cession, ne sont pas déductibles de l'assiette de la CVAE, n'auraient pas dû être enregistrés en résultat d'exploitation, mais auraient dû être enregistrés
comme le résultat auquel il se rapporte en produits exceptionnels ou en charges exceptionnelles. Or, les produits et charges exceptionnelles ne rentrent pas en ligne de compte dans le calcul de la CVAE. Alors évidemment, je vous ai parlé de cette décision parce que ça me donne l'occasion de faire le pont avec les règles comptables qui sont entrées en vigueur dans le cadre du règlement NC 2022-06 du 4 novembre 2022, lesquels limitent dorénavant la comptabilisation en résultats exceptionnels des seules cessions d'immobilisation liées à un événement majeur et inhabituel, cet événement ne devant pas être lié à l'exploitation normale et courante, ce qui devrait logiquement réduire à la portion congrue la définition du résultat exceptionnel. Et l'administration fiscale, et c'est surtout ça que ça me donne l'occasion de faire comme transition, eh bien, a publié, a mis à jour sa documentation de base dans un BOI du 19 novembre 2025, qui a précisé les conséquences de ce règlement comptable sur la détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE, qui va donc perdurer quelques années. Et notamment, elle apporte des précisions sur les plus ou moins values de cession, les indemnités, les subventions à l'abandon de créances, les pénalités, les dépenses de mécénat pour l'assiette de la CVAE au regard des conséquences tirées de la nouvelle réglementation comptable. Voilà, alors je peut-être fais faire l'impasse, Sonia, sur les derniers points, parce que finalement, c'est plus une information à plat sur les mesures qui ont été adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment le relèvement d'1,4 point de la CSG sur certains revenus capital, qui aboutit dans les faits à un relèvement de la flat tax à 31,4. Et si on ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution différentiel sur les hauts revenus, bien on aboutit maintenant à un taux de flat tax qui est proche, je crois, de 38%. Je vais vous donner le taux exact. On a un taux de 38,6% si on ajoute à ce taux de 31,4 la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc, vous voyez, on est plus à 30, mais on est plutôt presque à 40. Et puis, sur la pérennisation de la contribution sociale spécifique applicable de 10% applicable aux gains issus de management package qui relèvent de la qualité de traitement et salaire. Et dernier point, ben on va reprendre sans doute l'examen de la loi destinée à lutter contre les fraudes fiscales et sociales, qui avait été également présentée mi-octobre 2025 à l'Assemblée nationale et dont le sort pour l'instant est un peu incertain puisque les discussions n'ont pas à nouveau commencé sur ce texte. Donc voilà, voilà. Donc, vous voyez, on a quand même une actualité assez chargée malgré tout, Sonia. Un grand merci Eric, tu as réussi comme toujours à rendre vivant une matière assez aride. Et effectivement, on est toujours étonné de la créativité de l'administration fiscale, qui a toujours beaucoup à dire. Oui, je suis très preneuse de ta proposition peut-être de refaire un point sur la loi de finances 2026 lorsqu'elle sera définitive, parce qu'on voit qu'il y a quand même encore cette année des nouveautés et des choses qui étaient censées être provisoires qui se pérennisent, ce qui n'est jamais très bon. Si c'est le cas, Peut-être, je parlerai oui, aussi du trail parce que ça concerne oui. beaucoup, notamment les ETI, les PME et les chefs d'entreprise, parce que là, on va avoir un recentrage du trail sur les investissements opérationnels qui va entraîner pas mal de conséquences pratiques. On sait que c'est un dispositif qui a été très chahuté hein, par la Cour des comptes et par les parlementaires et qui est très significativement mis en œuvre dans les groupes familiaux. Oui, très bien. Ce sera effectivement un point très intéressant. Si on peut revenir peut-être un tout petit Bien peu sur le sûr. projet de loi de finances, qu'on ne connaît pas encore complètement, mais qu'on voit se dessiner. On nous avons une question sur le statut de jeune entreprise innovante. Ce statut sera bien prorogé? Alors, il était effectivement prévu sa prorogation. Je pense que ça, c'était quelque chose qui avait été adopté par le Sénat, qui devrait pas être remis en cause. Mais alors, je vous avoue que c'est un petit peu la bouteille à l'encre, hein. Donc, normalement, oui, il devrait être prorogé ce dispositif, notamment sur le volet exonération de charges. Oui, d'accord, très bien. Peut-être un tout petit point aussi sur ce dont on n'a pas parlé, c'est ce qui est applicable aux personnes physiques. Euh,
Donc maintenant, on a une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus qui était censée être exceptionnelle, qui est maintenant bien pérenne depuis 2011. On a la taxe différentielle, je comprends qu'elle risque de s'inscrire également en dur dans l'arsenal de l'administration fiscale. Et puis la taxe sur les holdings, Oui. qui quand même s'apparente beaucoup à une taxe sur les personnes physiques. Euh, Ça va pas finir par devenir confiscatoire. Je ne sais pas ce qu'on appelle une mesure confiscatoire. Il y a... Bah, là, en fait, sur la taxe sur les holdings, comme elle est exigible du chef de la société holding, c'est vrai que c'est un complément d'IS. Donc, en fait, ça va être difficile de dire que c'est Ça se indirectement cumule. supporté par la personne. Bon, alors on est encore loin quand même parce que même si avec cette stratégie de millefeuille, et c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus, on voit bien que sur la flat tax, par exemple, qui au départ était de 30%, on est maintenant dans une dérive quasiment vers les 40% par le jeu des contributions complémentaires. Mais on est encore loin de ce que le Conseil d'État a considéré comme étant confiscatoire. Alors par contre, la taxe sur les holdings, il va quand même falloir y regarder de plus près parce que tout le monde a dit, oh là là, son champ a été considérablement restreint, donc elle est vidée de toute substance, etc. Je suis pas si certain que ça, parce qu'on a quand même beaucoup de holdings familiales où, ben, notamment au-dessus même de sociétés mères cotées ou non, où dans ces holdings familiales ou personnelles, on a des sociétés à objets sportifs, on a des vignobles, on a des immeubles de rapport, on a des golfs, on a des chevaux de course, on a tout un tas de dépenses qui sont considérées comme somptuaires ou qui seraient considérées comme somptuaires par le législateur et pour lesquelles ces taxes vont trouver à s'appliquer. Et la taxe, si elle est maintenue à un taux de 20% sur la valeur vénale, bah, ça fait quand même des montants sans plafonnement. Ça peut quand même faire des montants très significatifs en réalité, contrairement à ce qui a pu être. Nous, on s'amusait à le faire chez certains clients. Bah, ça va vite, hein. C'est ce que c'est pas, elle n'est pas sur les revenus, elle est sur la valeur des actifs. Oui, c'est pour ça, si 20% de la valeur, on le transforme en un pourcentage sur les revenus, ça finit par faire un très fort pourcentage de revenus dans un certain nombre de cas, quoi. Voilà, et surtout qu'il y a cette mesure anti-abus qui résulte de l'amendement gouvernemental, donc il va falloir suivre le sort, qui dit qu'on ne va pas prendre en compte pour la détermination de la valeur vénale les dettes contractées à l'égard d'entreprises liées. Mm. Donc il faut vraiment que ça soit de la dette bancaire. Or, je ne sais pas si on finance toujours par de la dette classique les acquisitions de biens de cette nature. Oui, donc à suivre vraiment de près. Sur Pilier 2, tu disais qu'en France, on avait bien annoncé que les filiales françaises de multinationales US seraient bien impactées, assujetties à Pilier 2. C'est le cas dans les autres pays européens où Oui, 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 je pense Oui, aussi. d'accord, ok. Après, par contre, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Parce que il a été annoncé par les autorités américaines, donc quand ils sont sortis pliés d'eux, que ils créeraient une imposition équivalente pour les entreprises américaines implantées localement, si je puis dire, là-bas. Bon, on verra. De toute façon, on voit bien dans ce qui se passe dans cette guerre commerciale qui n'en finit plus que on est encore loin d'être au bout des choses. Alors pour pilier 2, je rappelle peut-être, Sonia, aussi que pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui sont rentrés pour la première fois dans le champ d'application de pilier 2 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La première déclaration approche, hein, puisque ce sera pour le 30 juin prochain. Oui, d'accord, bon appel. Oui, puis j'ai bien Et on a noté. aussi, Ouais, Sonia, je ne oui, l'ai pas précisé dans les slides, parce que ça faisait déjà beaucoup de choses, mais il faut aussi se souvenir que pour les entreprises concernées par le CBCR public, le CBCR public, bah, ça devient aussi très proche, puisque ce sera pour la première fois avant le 31 décembre 2026 pour les sociétés qui, au titre de 2 exercices consécutifs, avaient dépassé la barre des 750 millions de chiffre d'affaires consolidés. Et là, le CBCR public, c'est d'autres enjeux fiscaux, ça veut dire que c'est des enjeux réputationnels les ONG vont évidemment avoir les yeux rivés sur les sites internet des grands groupes et vont sans nul doute les interpeller sur la localisation de leurs filiales ou de leurs succursales dans des pays où les taux d'imposition sont plus faibles. Donc l'enjeu réputationnel du CBCR public, c'est là aussi pour bientôt, c'est fin d'année 2026. oui, d'accord. Très bien. Bon, on a bien noté toutes les questions d'actualité fiscale. On parle encore des affaires
Vivendi, Crédit Agricole, sur la qualification de titre participation, titre de placement. J'ai bien noté que maintenant, peut-être qu'une question sera résolue par l'autorité des normes comptables sur les nouveaux titres, la qualification des nouveaux titres émis lorsqu'ils ont vocation à être cédés derrière. On posera effectivement la question à Anne-Lise et on pourra peut-être en reparler lorsque nous nous reverrons à l'occasion de la présentation Ça de... m'intéresse de participer le 10 février, tiens. Très Pas bien, je participer, poserai la d'assister, pardon, question. d'assister. Un grand merci vraiment, Eric. C'était très très clair, très très riche, très très intéressant. Mille fois merci. Et donc à très bientôt. J'imagine avant la fin du mois de juin, hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra faire. Ah oui, normalement, c'est le 15 février, hein. S'il y a s'il y a une loi de finances, ce sera comme l'année dernière à peu près. Donc, D'accord. Donc en mars, on pourra refaire un point très précis de grand intérêt pour tous. Mille merci Eric, un grand merci à tous pour votre attention. Ah, je regarde, je vois qu'il y a peut-être une nouvelle question. Ah, Patrick nous dit toujours aussi brillant et je suis d'accord avec lui. Merci beaucoup Eric. À très bientôt à tous, à merci la à semaine tous pour prochaine. votre attention et à bientôt alors. Au revoir. Au revoir.